Bonjour à tous. Merci beaucoup de me recevoir et de m'avoir invitée pour participer aujourd'hui. Je suis donc Anna Cogné-Cayem, je suis docteure en psychologie et en psychopathologie clinique, d'orientation plutôt analytique. Et j'ai travaillé sur la question des rituels de présentation du corps, en particulier des funérailles des nouveau-nés ou des enfants qui n'étaient pas nés vivants. Et parce que j'ai eu l'occasion de travailler pendant plusieurs années en maternité et en réanimation néonatale, et aussi en réanimation néonatale et pédiatrique. Donc les échanges depuis ce matin m'interpellent beaucoup et m'intéressent énormément parce qu'ils font écho à beaucoup de choses que j'ai pu rencontrer, vivre, etc. J'ai bien conscience aussi qu'on partage certaines difficultés similaires et puis certains luxes par ailleurs. Par exemple, j'ai été pendant quelque temps un psychologue du personnel à l'hôpital Trousseau. Il y a un tiers-temps qui est quand même consacré à la possibilité de pouvoir permettre aux soignants d'évoquer leurs difficultés et toutes les choses qui sont difficiles à traverser. Alors, ce qui m'a intéressée dans ce travail, ça a été en particulier mon passage à l'hôpital Necker, où j'ai pu rencontrer d'ailleurs Marie-Josée Soubieux, que vous verrez un petit peu plus tard dans la journée. Et donc ça a été dans ce cadre-là, en particulier dans le cadre du centre de maladies rares, syndrome transfuseur-transfusé, c'est-à-dire l'accueil de femmes enceintes de grossesse gémellaire monocoriale, donc des enfants monozygotes avec un seul placenta et une seule poche amniotique, et qui sont des grossesses qui sont particulièrement à risque. Ce qui fait que dans au moins 60% des cas, ces grossesses débouchaient sur un deuil, soit d'un des enfants, soit des deux. Et donc, ça a été évidemment une occasion encore plus intense que dans d'autres situations à l'hôpital, pour moi en tout cas, d'être confrontée à l'accompagnement du deuil périnatal dans ce cadre-là. Et pour commencer, en fait, et donc voilà, ça a été l'objet de mon travail de thèse, de doctorat. Alors peut-être pour commencer, ce qui me paraissait le plus pertinent, c'est de vous raconter un cas clinique qui fait partie de ceux qui m'ont le plus touchée ou impressionnée, puis qui ont surtout été moteurs pour moi, pour essayer d'interroger certaines des pratiques que j'ai pu constater chez ses parents. Il s'agissait d'un jeune couple, une jeune femme, Kim, chinoise d'origine, et Raphaël, qui lui était français, qui s'étaient rencontrés parce qu'elle était dans un séjour professionnel à Paris. Elle tombe enceinte de jumeaux, ce qui n'était pas anodin pour cette jeune femme, parce que quand il a été question finalement de réduire la grossesse pour des questions de sécurité de la grossesse, les cordons ombilicaux étant tellement mal implantés sur le placenta, il fallait décider d'une ISG, donc interruption sélective de grossesse, sur l'un des deux bébés. Et donc, de façon un peu prophylactique, on envoie souvent le couple voir la psychologue du service. Il s'avère qu'elle est très proactive, elle est dans le contrôle manifeste de la situation, et donc quand je les reçois, je vois bien qu'elle a l'air assez décontractée, et que lui, en revanche, il est plutôt malheureux de la situation, plutôt triste. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle me dit, j'ai mis quelques verbatim dans le PowerPoint. Elle me dit, on vient surtout vous voir pour lui, parce que lui, il est un peu fragile. Sous-entendu, moi, ça va. Et donc, lui, il dit, oui, c'est sûr. Au bout d'un moment d'entretien, moi, ça me fait de la peine. J'étais content d'avoir 2 bébés. Je suis triste de savoir que l'un va mourir. Et elle dit, mais tu es ridicule. J'ai tout lu sur ces jumeaux. En fait, c'est un bébé qui s'est divisé, qui s'est dédoublé. Donc, qu'il y en ait un ou qu'il y en ait 2, c'est pareil. En fait, c'était le même. Alors mes collègues psy verront comme ça le mécanisme de défense, comme ça, de déni de la situation. Pour pas en souffrir, elle vient nous dire que de toute façon, il s'est rien passé, que c'est pas grave, que c'était presque une anomalie, cette grossesse gémellaire, donc qu'il y en ait un, qu'il y en ait 2, c'est pareil.
Alors, évidemment, ça me met dans une grande difficulté, parce que je sens que je ne peux pas vraiment atteindre cette femme à ce moment-là. Je pose une question ridicule. Je lui demande si elle-même, elle a des frères et sœurs. Et donc, elle me rit un petit peu au nez, parce qu'avec la politique de l'enfant unique en Chine, évidemment que la question ne se pose pas, qu'elle est fille unique. Et donc, par ailleurs, il s'avère qu'elle n'avait parlé à personne de sa famille du fait qu'elle était enceinte de jumeaux. Il y avait quelque chose qui était compliqué autour de cette question-là, en plus pour elle, qui ajoutait à la difficulté, et peut-être même une forme de soulagement de savoir qu'il n'y aurait pas 2 enfants. Et là, on rentre dans les processus de culpabilité très intenses, parce que finalement, tout ça, c'est des pensées qui peuvent nous traverser. Nombre de femmes enceintes que j'ai accompagnées me l'ont dit, c'est presque de ma faute si j'en ai perdu un, puisque j'avais le sentiment comme ça que 2, c'était trop dur, que j'aurais préféré en avoir qu'un et pas des jumeaux. Donc la culpabilité va se nicher à cet endroit-là, et chez cette jeune femme, d'une manière très intense. Je les recroise de temps en temps, ils me remercient bien, voilà, mais je me sens justement bien remerciée, genre merci bien, c'était intéressant, au revoir. Et je ne les revois pas pendant quelques temps, mais chaque fois qu'ils sont là dans la salle d'attente avant une échographie, parce qu'après il y a des échographies tous les mois, j'ai l'occasion de les croiser, on se dit bonjour, voilà, mais rien de spécial. Et puis un jour, elle vient me voir avec un effet de panique très intense. Elle est bouleversée par des pensées hallucinatoires, presque délirantes en fait, où elle me dit qu'elle a peur que quelqu'un meure, que ce soit elle, son compagnon, le bébé restant, parce qu'elle a l'impression qu'il y a une malédiction qui est posée sur elle, que peut-être qu'on voit à travers elle et que les gens voient cette chose horrible, c'est qu'elle a un bébé vivant et un bébé mort à l'intérieur du corps en même temps. Et tout ça, on peut l'imaginer, elle la met dans un état comme ça de panique très très intense. Et je dirais faute de mieux, parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas beaucoup élaborer à ce moment-là, je lui propose des choses un peu rassurantes. Je lui dis, peut-être que vous pourriez passer à l'église, déposer une petite bougie. Voilà, quelque chose comme ça, même pas à l'église. Mais elle me parle de l'église. Donc je dis, peut-être que vous pourriez peut-être allumer une petite bougie sur le balcon. Peut-être que vous pourriez échanger quelques mots avec votre compagnon. Et voilà, et donc elle dit, elle se sent un petit peu mieux après ça. Et ce qui est étonnant, c'est que cette femme qui, au départ, était dans un processus vraiment très limité au terme d'élaboration ou d'acceptation du principe de deuil dans sa situation, s'est retrouvée après, progressivement, à franchir des étapes qui m'ont paru tout à fait inimaginables pour de jeunes parents comme ça, si au départ dépourvus de capacité à symboliser. Alors je m'explique, c'est que à un moment, elle accouche, et donc elle accouche effectivement d'une petite fille qui naît prématurément et d'un bébé qui est décédé et depuis beaucoup de semaines. Donc c'est un bébé qui est, on dit papyracé en fait, c'est-à-dire que le corps est presque momifié d'être resté si longtemps sans vie à l'intérieur. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est assez terrible, c'est souvent des visions qui sont très très difficiles. Évidemment, il ne souhaite pas du tout voir ce bébé. Mais à Necker, on a l'immense chance, on avait, parce qu'elle ne travaille plus là, mais voilà, vous voyez de qui je parle, Mireille Nourri, qui était la directrice de la chambre mortuaire, la responsable de la chambre mortuaire, qui était quelqu'un de très créatif et qui n'hésitait pas à être assez transgressive quand ça lui chantait. Parce que, par exemple, elle me disait non, normalement, on doit garder les corps que 10 jours. Mais elle me dit 10 jours, ça veut dire un week-end. Et elle fait, en fait, il leur en faut 2 aux parents. Il faut 2 parce que le premier, ils se disent non, et c'est trop. Et puis, il faut revoir les enfants à la maison, il faut voir la famille. Et puis, le deuxième, il voudrait, et puis il n'y a plus de week-end. Parce qu'il faut que les papas soient là aussi. Donc, ils ont repris le travail. Donc, il faut qu'il y ait 2 week-ends. Donc elle garde les enfants comme ça dans la chambre mortuaire plus longtemps que prévu. Puis elle propose des choses comme ça aux parents. Elle leur dit venez, et donc on parle toutes les deux de ce qu'elle a proposé justement à cette famille que je suivais. Elle leur dit venez, vous pouvez peut-être être dans la pièce. Et puis Kim dit non, je pourrais pas être dans la pièce. Elle dit mais vous n'êtes pas obligé de voir. Vous pouvez rentrer dans la pièce, mais on éteint la lumière comme ça. Juste un peu d'obscurité, la porte derrière est ouverte, mais voilà, vous êtes en présence. Et puis donc elle vient une première fois comme ça, juste en présence, et puis elle revient tous les jours parce qu'elle est hospitalisée aussi pour s'occuper de sa petite fille prématurée. Elle revient tous les jours, comme ça elle revient avec son mari, son compagnon, et puis ils s'approchent, et puis ils voient le corps à la lumière, et puis ils le prennent dans les bras, et puis ils déposent des objets autour du bébé. Et c'est ce processus-là
qui n'était pas le premier que j'observais, qui m'a interrogée profondément sur cette question-là. Alors, la dernière phrase que j'ai notée, la verbatim de cette patiente, c'est qu'elle me dit « c'est important qu'on fasse des funérailles très valorisées ». Donc, ils ont décidé de déposer, d'attendre que le cordon ombilical de la jumelle tombe pour le mettre auprès du bébé mort. Ils ont coupé des mèches de cheveux de chacun des 3 membres, donc les 2 parents et la jumelle, pour les tresser auprès du bébé. Et ils ont déposé des fleurs, une petite rose, je crois, auprès du bébé. Ils ont fait toute cette petite cérémonie ensemble. Et elle me dit, mais ça aurait... Voilà, encore un petit peu quand même attaquée par cette idée de gémilité. Elle me dit, ça aurait aussi bien pu être l'une que l'autre. Je ne veux pas qu'un jour ma fille pense qu'on aurait pu la traiter comme un déchet, et donc la jumelle. Et donc j'ai besoin de bien prendre soin de celle qui est décédée. Je les ai revus 4 ans plus tard pour mon travail de recherche, et ils avaient eu une autre grossesse et ils avaient continué à beaucoup progresser sur toutes ces questions de deuil. Donc vous voyez, moi partant de situations qui sont comme ça, si étonnantes, éprouvantes, extrêmes, en fait c'est de la clinique de l'extrême, hein, le deuil périnatal, ça m'a interrogée sur comment comprendre ces dépôts d'objets, parce que c'était pas la seule. J'ai rencontré beaucoup de parents qui avaient besoin de déposer des objets auprès du bébé, d'une manière beaucoup plus importante que ce qu'on pourrait constater dans des funérailles d'adultes. Hein. Auprès d'un enfant, d'un bébé, il y a beaucoup d'objets. J'en ai discuté avec d'autres collègues, etc., avec la responsable de la chambre mortuaire. Il y a des objets. Et je me suis interrogée, qu'est-ce que c'est que ces objets? Pourquoi est-ce qu'il y a ces objets? À quoi servent-ils? Quelles fonctions psychiques ils ont? Est-ce qu'ils sont spécifiques au deuil périnatal? Et c'était ça, donc, le début de mon travail. Je vais passer vite, vous êtes tous spécialistes de la question, travaillant dans ce professionnel de la question, mais vous savez que si on s'interroge sur la spécificité du deuil périnatal, c'est parce que justement sur le plan psychique, ça fonctionne d'une manière tout à fait unique. C'est contraire à la logique générationnelle de perdre un enfant. Un bébé qui est mort pendant qu'on était enceinte ou qui est mort très peu de temps après la naissance, il a été invisible pour l'entourage. Il n'a pas vraiment existé pour les autres. Et ça, c'est très, très difficile. Il n'a pas d'histoire. Donc, on ne peut pas le partager avec les siens. On ne peut pas en reparler. Si on en reparle, on a l'impression de ruminer sa mélancolie. C'est peu partageable socialement. Par exemple, on aura l'occasion d'en parler aussi dans l'accompagnement des fratries, mais il s'avère que parfois les enfants comme ça dans les fratries peuvent dire des choses qui sont très éprouvantes pour les parents. J'ai un petit patient comme ça qui, quand il arrive quelque part et qu'on lui demande est-ce que tu as des frères et des sœurs, il dit oui, j'ai un petit frère et une petite sœur morte, systématiquement. Parce qu'il ne veut pas l'oublier, donc c'est charmant, mais socialement ça crée quelque chose comme ça qui est toujours saisissant en fait pour l'entourage. Et ça va être difficile pour beaucoup de parents. Il s'avère aussi qu'un deuil périnatal, c'est de l'ordre de l'intime. Ça a un lien avec la sexualité d'un couple et leur désir de devenir parents ensemble, de partager quelque chose, de pouvoir refaire ou pas un bébé. Et toutes ces questions-là vont être du coup du ressort de l'intimité et très difficiles à partager avec l'entourage. Et puis, le deuil périnatal, ça reste quelque chose sur le plan juridique qui est flou. C'est pas une personne juridique et on sait que les parents endeuillés n'ont pas de désignation comme veufs et orphelins qui pourraient permettre de les situer. Ceux qui n'ont pas d'autres enfants par ailleurs s'interrogent toujours sur le fait d'être parents. Mais même dans la fratrie, j'avais un petit garçon qui m'avait demandé s'il allait arrêter de grandir, s'il allait arrêter d'être grand, puisqu'il n'était plus grand frère, en fait. Donc, il y a un mélange comme ça de registres qui vont beaucoup participer à la spécificité de ce deuil. Ce qui m'a interrogée, c'est d'essayer de comprendre si, dans l'histoire de l'humanité, il y avait quelque chose aussi de spécifique dans le deuil de l'enfant. Alors, dans le deuil de l'enfant, j'ai ratissé un peu plus large que seulement le deuil périnatal, mais il y a une vraie question comme ça qui peut se poser sur cette question. On a parlé en début de journée de la question du tabou et je me suis aussi demandé, est-ce qu'en fait c'est tabou? Est-ce qu'en fait ces enfants étaient moins importants et moins aimés à d'autres périodes de notre histoire? Et il s'avère que non. Et je trouve d'autant plus intéressant. Il n'empêche que le statut de l'enfant a beaucoup évolué dans notre société. Jusqu'au XIIIe siècle, en Occident, le petit comme ça, l'enfant, il est pas vraiment. L'enfant n'est pas une personne à l'adolescence, si vous voulez. C'est perçu comme toujours un adulte en miniature.
Philippe Ariès, spécialiste de la question, disait que l'enfance était un temps de transition vite passé et on en perdait très vite le souvenir. Passé quelques années, on rentrait dans le monde des adultes finalement. Là, on a une petite image comme ça de Charlemagne et de son fils Louis. On voit bien que dans toutes les représentations, d'ailleurs c'était ça aussi avec cette image-là, le petit Jésus, c'est pas un Botticelli tout rondouillard et bébé. Hein. Là, on est quand même dans le petit homme déjà. Et ça, c'est une représentation longtemps qui a été faite du fait que c'était pas quelque chose à part entière que d'être enfant. Autre chose qui est vraiment très marquant dans la place de l'enfant et du deuil de l'enfant, c'est que la mortalité infantile a été très 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 longtemps tellement forte que jusqu'au XVIIIe siècle, il y avait 45% de morts avant 14 ans. Un enfant sur 4 qui mourait à la naissance ou dans les premiers jours de vie, alors qu'aujourd'hui on est à 0,2%. Si mes statistiques sont bonnes, elles datent peut-être un peu. Donc voilà, l'enfance paraissait toujours être une période de grande fragilité, où il n'y a pas possibilité certaine de survivre avant quelques années. Et si après 3 ans on a survécu, on va rapidement rentrer dans le monde des adultes finalement. Pour autant, et c'est ça que je trouve touchant et intéressant, c'est que cette différence de traitement de l'enfant ne doit pas nous faire croire qu'ils ont été maltraités, négligés et surtout qu'ils n'ont pas été pleurés à leur époque. Et alors, comme je pense que ce qui est important, c'est de voir à quel point cette question-là, elle est touchante parce qu'elle est universelle à tout point de vue, des époques comme des régions. Je me suis intéressée à présenter quelques parallèles entre les funérailles qui sont valorisées des enfants depuis la préhistoire et les gestes des parents auprès de leurs enfants que j'ai pu observer à l'hôpital. Du coup, ce que je vais vous proposer, c'est évidemment, pour qu'il y ait une iconographie qui soit un peu marquante, c'est de vous montrer des choses qui datent justement de l'histoire de l'humanité et de vous raconter pour chacun un parallèle clinique sur ce que certains parents ont eux-mêmes créé spontanément en fait. C'est-à-dire que quand je dis spontanément, c'est que les rituels que ces parents ont créés, ceux que j'ai choisis en tout cas, ne s'inscrivent jamais dans des rituels religieux. Et c'est ça qui est intéressant. Il s'avère aussi que la France, en tout cas dans l'Hexagone, il y a quelque chose où la laïcité va créer un effet où il y a peu de rituels. Et ces rituels manquent, en fait, par moments cruellement, aux parents qui ont besoin de pouvoir un accompagnement, dans le deuil en règle générale d'ailleurs, mais là en particulier. Et probablement que comme il y a quelque chose de spécifique au deuil périnatal et un risque de deuil pathologique beaucoup plus important, ça a été, à mon sens, un besoin pour ces parents de créer spontanément des rituels de présentation du corps, de dépôt d'objets auprès de l'enfant, afin de compenser ce manque qu'il pourrait y avoir. Alors, par exemple, je vous présente là des reproductions de tombes qui ont été trouvées en Afrique et qui datent d'il y a 100 000 ans, où ce jeune individu, qui est mort assez jeune, nous montre que dès cette époque, on prenait soin des personnes les plus vulnérables. Alors voilà, peut-être pas des bébés, ou en tout cas on en a peu de traces, mais des personnes les plus vulnérables parce que cet enfant avait de tels traumatismes crâniens, certainement dus à des chutes, ou on ne sait pas, mais qui dataient. On est certain qu'il avait des troubles mentaux importants, des troubles certainement du comportement, développementaux très importants. Et pourtant, il a vécu très longtemps, plusieurs années après ces traumatismes crâniens. Et il a été enterré avec, c'est pour ça qu'on dit individu au bois de serre, avec des objets qu'on appelle psychopompes, c'est-à-dire qui aident l'âme à rejoindre le paradis, en fait, ou un au-delà, on ne peut pas savoir quelle était la vision des hommes préhistoriques à l'époque, mais des objets qu'on dit psychopompes, et c'est-à-dire qui, là, c'est des bois de serre, ça peut être aussi des fleurs, ça peut être déposé de l'ocre sur le corps, et toutes ces choses-là ont une valeur d'accompagnement. Et lui, il avait une tombe particulièrement valorisée, comme s'il avait eu besoin de ne pas le laisser partir sans aide pour cette personne, ce jeune garçon qui avait eu tant besoin d'aide pendant de son vivant.
Et moi, j'ai vu justement que cette question de prendre soin et de choyer les bébés jusque dans la tombe, en déposant des objets comme ça qui peuvent aider l'enfant, ça a été très présent pour beaucoup de parents. Beaucoup de parents que j'ai vus comme ça, déposer une lettre, par exemple, qui va accompagner l'enfant, comme pour le présenter, une photo de ses parents, comme s'il ne devait pas partir tout à fait tout seul. Il y a d'autres exemples, mais j'ai d'autres images à vous montrer, donc j'avance un peu. Là, c'est l'homme de Grimaldi. Et en fait, c'est un adolescent, on dit l'homme, mais c'est un tout jeune adolescent, qui est enterré. Et on a enterré à côté de lui, mais plus tard, les deux squelettes ne sont pas de la même époque, quelques années plus tard, le corps d'une femme pour l'entourer. Comme s'il fallait prendre soin et protéger encore jusque dans la mort avec une sépulture double. Et cette idée de ne pas laisser l'enfant seul m'évoque des choses aussi que j'ai vues, avec là l'exemple de deux pères qui avaient mis en place... avec comme ça une volonté peut-être un peu, je ne sais pas comment dire, paternelle, de prendre soin de la mère et du bébé, mais aussi d'être dans l'action, pas se sentir dans l'impuissance dans tout ça, mais être dans l'action et dans l'administratif et dans comme ça un petit peu aussi aller scolter avec les autorités. Et j'en ai un comme ça qui a bataillé avec le préfet pour avoir l'autorisation d'enterrer dans la même tombe et dans le même cercueil ces deux bébés jumelles qui étaient décédés, parce que la loi interdit normalement les sépultures doubles, sauf dans des cas particuliers, les enfants jumeaux et les mères avec leurs bébés. Mais évidemment, tout le monde ne le sait pas, tout le monde ne l'accorde pas. Il y a des difficultés qui sont associées à ça, probablement des résistances psychiques aussi, qui font que ça peut être refusé spontanément. Et là, lui, il a bataillé avec tous ces articles de loi pour obtenir ça. L'un des papas pour enterrer les jumelles ensemble, et l'autre pour obtenir l'enterrement de sa fille et de son épouse ensemble. Et donc, cette idée-là de l'unité mère-bébé, de la dyade, elle reste donc tout à fait importante depuis toujours. Bon, je ne sais pas, les titres n'apparaissent pas, mais je me souviens normalement. Là, il s'agit d'objets du quotidien, mais aussi d'un jouet, comme vous pouvez le voir, à roulettes comme ça, et de petits animaux, qui datent de moins 8000 avant notre ère et qu'on a retrouvés en Crète. Et qui sont des objets qui sont déposés auprès des bébés ou de jeunes enfants dans des tombes comme ça très anciennes, ou dans des vases dans lesquels les tout petits, c'est-à-dire on a retrouvé comme ça des tombes avec des vases qui contenaient chaque vase des enfants qui étaient morts avant la naissance. Donc eux aussi avaient le droit à des sépultures particulières, le vase, le contenant utérin comme ça qui est repris symboliquement. Et dans certaines de ces tombes, on retrouve aussi des objets du quotidien qui semblent être déposés par les familles elles-mêmes et qui montrent l'idée comme ça qu'il faut laisser partir l'enfant avec des choses qui montrent que c'est un enfant, des choses pour qu'il puisse jouer presque. Et donc, évidemment, vous voyez que symboliquement, on lui accorde une vie après la mort dans cette idée-là et qu'on lui accorde concrètement. Il aura des objets avec lui. Et donc, là, j'ai eu le cas de beaucoup de parents qui mettaient des peluches, qui parfois achetaient 2 peluches, une qui gardait, une qui mettait avec l'enfant. Les mamans qui ont des bébés hospitalisés, souvent ce qu'on leur dit, c'est dormez avec un t-shirt qui a votre odeur et après on le donnera au bébé. Comme ça, dans la couveuse, il sentira. Il y avait des mamans qui reproduisaient cette idée-là, de dormir avec des peluches ou de dormir avec un t-shirt et de le donner au bébé pour qu'il soit enterré avec, de manière à ne pas le laisser partir tout seul et à prendre soin de lui. Et finalement, à être une mère, même d'un bébé mort. Et plein d'autres choses, des petits jouets, des petites tétines, tout ce qui est de l'ordre de la représentation de l'enfant ou justement de la puériculture. Des couffins, là c'était des petites tasses à boire qui étaient utilisées également en Grèce pour permettre au bébé de boire du lait grâce à une petite tasse avec un petit bout, avec un petit trou, etc.
Et ces tasses ont été retrouvées dans des tombes d'enfants. Et j'ai vu beaucoup de familles aussi déposer des biberons, des tétines, des choses de ce type-là, comme pour accompagner l'enfant avec de bonnes choses. Mettre de la nourriture auprès du mort est quelque chose d'assez traditionnel dans beaucoup de cultures, à beaucoup d'époques. Et là, on le retrouvait de manière symbolisée, parce qu'on mettait des biberons vides, mais malgré tout, auprès du bébé. Voilà. Si on remonte encore un petit peu comme ça dans le temps, dans l'Antiquité, on explique comme ça, en particulier à Rome, qu'il est interdit, parce que ce serait trop de la sensiblerie, il est interdit de pleurer ou de faire des funérailles pour les enfants morts en bas âge, par exemple. Il faut se tenir, faut être fort, etc. Et pour autant, ce que je trouve tout à fait intéressant, c'est qu'on va retrouver de très 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 nombreux textes de cette époque qui montrent que finalement les gens étaient profondément touchés par la situation. J'ai mis un beau texte, je ne vais pas vous le lire en entier, mais un beau texte comme ça qui avait été trouvé sur une tombe. Mais on va lire aussi des choses sur l'empereur Néron, qu'on connaît pour pas être insensible a priori, puisqu'il a quand même brûlé des tas de chrétiens tant qu'il pouvait. Et ben, n'empêche que quand sa petite fille de 3 mois est morte, il en a été tellement malheureux qu'il a forcé contre la loi à ce qu'il y ait des funérailles nationales. Il l'a beaucoup pleuré et il était, semble-t-il, d'après certains écrits, complètement inconsolable par cette idée. Et là, c'est pareil, l'idée comme ça qu'il faudrait être fort, même si maintenant les choses changent, mais qu'on ne va pas pleurer un bébé qu'on n'a même pas connu, le fait effectivement du terme de fausse couche qui peut toujours être un peu délicat parce qu'il viendrait dire que finalement c'est juste quelque chose qui ne s'est pas fait. Toutes ces choses-là auront tendance quand même à marquer les esprits et à venir faire penser aux gens qu'ils n'ont pas trop le droit de s'en plaindre ou d'en parler, etc. Et malgré ça, j'ai trouvé que justement beaucoup de familles essayaient d'écrire sur leur chagrin, d'en montrer quelque chose, de sublimer et de déposer ça aussi auprès de l'enfant. Voilà, un papa qui avait souhaité voir son bébé. Le bébé décédé n'a pas eu le courage de garder ou de revoir les photos parce que c'était trop réel, trop fort pour lui. Et donc ce qu'il a fait en revanche, c'est que de mémoire, il l'a redessiné, parce qu'il est dessinateur, et il a fait plusieurs dessins comme ça de ce bébé qu'il a pu donner à sa femme qui, elle, n'avait pas voulu le jour même, elle a beaucoup regretté, ni voir ce bébé, ni voir les photos. Et donc, ils ont comme ça partagé l'idée d'objet qui était le dessin. Une partie des dessins, ils les ont gardés, une partie, ils les ont déposés auprès du bébé, comme cadeau. Alors, dans des choses plus précoces, enfin plus récentes et que je trouve tout à fait intéressantes parce que on sent bien que les parents par moments sont obligés de faire avec le réel, avec la loi et sont obligés du coup d'être un petit peu transgressifs par moment. Et c'est assez intéressant. Là, vous voyez, on se retrouve dans une période où le bébé qui n'a pas été baptisé est censé, d'après les lois du Vatican, ça a été changé depuis, mais c'est assez récent, est censé aller dans les limbes s'il n'a pas été baptisé. Et donc pour beaucoup de parents pour qui le baptême ne se faisait pas dans la première semaine, mais en fait c'était souvent des baptêmes collectifs, et du coup ça prenait beaucoup de temps, et ça pouvait être dans la première année de vie d'un enfant. Enfin, quand on connaît la mortalité à cette époque-là, c'était quand même un problème. Beaucoup d'enfants mouraient sans avoir pu être baptisés. Et donc, ils n'avaient pas l'autorisation d'être enterrés dans un cimetière chrétien ou interchrétienne. Et donc, on va voir qu'il y a beaucoup de parents qui faisaient des choses tout à fait étonnantes. Par exemple, c'en est une petite reproduction, ils enterraient les bébés sous les gouttières de l'église, en supposant que l'eau qui avait touché l'église, qu'elle est tombée le long du toit et de la gouttière, finalement, était comme une eau bénite qui venait du ciel pour prendre soin du bébé, et que du coup, on pouvait l'enterrer par là pour prendre soin de lui. C'est la même chose. Pendant longtemps, des historiens disaient les bébés, ils étaient enterrés au fond du jardin ou sous la maison comme des animaux domestiques parce qu'on s'en fichait, mais pas du tout. C'est l'inverse. Puisqu'on ne peut pas l'enterrer en terre sainte, on va l'enterrer auprès de soi le plus près possible pour le garder avec soi, en réalité. Et donc, je pensais là, pour faire un nouveau parallèle,
un papa qui... alors, je ne suis pas tout à fait au fait de certains aspects de la religion juive, mais il m'expliquait qu'avant 2 ou 3 mois, il n'était pas possible de faire des funérailles parce qu'un bébé de moins de 2 ou 3 mois n'était pas considéré comme étant vraiment partie de la communauté, etc. Et du coup, qu'il ne pouvait pas y avoir de funérailles. Ce bébé était mort-né, quoi. Et donc, il avait insisté, puis il avait trouvé, évidemment, parce que malgré tout, les gens devant la souffrance sont quand même toujours un peu arrangeants, il avait trouvé un rabbin qui avait accepté bien volontiers d'organiser des funérailles, etc. Mais ça avait créé des tensions avec sa famille, avec sa communauté de départ, etc. Il avait dû trouver quelqu'un de plus libéral. Et donc finalement, c'était tellement important pour lui qu'il était question aussi d'aller chercher à la fois du côté de ce qui compte pour lui des rituels et en même temps de s'autoriser à être transgressif pour être vraiment dans une place de père auprès de ce bébé mort. Toujours dans la même idée, alors ça c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressée parce que je suis originaire d'Auvergne, qui a été un lieu où il y a beaucoup d'églises à répit. Donc je vais vous expliquer ce que c'est, mais du coup c'est quelque chose dont j'ai beaucoup entendu parler tôt et que je trouve particulièrement émouvant. J'ai écrit un article aussi plus spécifique sur le sujet. C'est-à-dire que cet enfant est mort, il n'a pas pu être baptisé parce qu'il est mort trop tôt. Comment est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Comment est-ce qu'on peut faire son deuil ? Eh bien, pendant des siècles, c'est-à-dire qu'il semblerait que ça a perduré jusqu'au 19e siècle dans plusieurs pays, on amenait le bébé à l'église et plein de personnes du village. Et souvent, il fallait qu'il y ait au moins un notable, le médecin, le notaire, peu importe, le maire, restait dans l'église. Tout le monde se relaie comme ça et on surveille le bébé. On le regarde comme ça, on le surveille, ce bébé mort, jusqu'à ce qu'il bouge. Il bouge. Oui, il bouge parce que les gaz, parce que un rayon de soleil est tombé dessus et que ça fait une illusion, peu importe. Ah, on l'a vu bouger. Le curé arrive, il le baptise très très rapidement et il est remort. Bon, ça tombe, voilà. Et là, on a le droit de l'enterrer. Là, on a le droit, là, on a fait les choses bien. Et alors, l'idée comme ça d'une communauté qui se relaie, qui fait tout ça en groupe, c'est quand même très beau, très touchant, je trouve. Et donc ça m'évoque le fait que, justement, il y a toujours cette espèce d'ambivalence autour du bébé. Les bébés, c'est le fœtus et le bébé, c'est quelque chose qui est magnifique, qui suscite notre empathie, mais qui suscite aussi notre crainte. Il y a quelque chose de troublant. Les pires films d'horreur, c'est quand même avec des enfants qui arrivent ou des choses comme ça. Bon, on n'aime pas ça. Donc ça fait un petit peu peur aussi. On a une ambivalence vis-à-vis de cet enfant-là. Et là, du coup, il y a toujours une idée de est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort, qui plane un petit peu comme ça dans la tête. Il ne devrait pas être mort en plus. Donc ça plane dans la tête des parents. Et donc, beaucoup traitent l'enfant de la manière, mais c'est ce que vous disiez aussi à propos du fait de prendre des photos avec le bébé habillé, etc. Il est vraiment question finalement de le présenter d'une manière qui soit la plus vivante possible. Et les parents, ils parent le bébé de vêtements, d'objets, de qualité comme ça qui vont transcender le décès. Et là aussi, j'ai le souvenir d'une maman... une jeune femme très, très pieuse, roumaine, qui avait, du coup, sa propre mère était venue la voir après le décès de ses jumelles. Et elles avaient toutes les deux retravaillé la broderie et la taille des petites robes de baptême qu'elles avaient prévues pour les bébés et qu'il fallait du coup réajuster à une toute petite taille. Et en fait, ça avait été pour elles très fort de se dire qu'elles n'avaient pas froid dans la tombe, qu'elles étaient bien habillées, qu'elles partaient comme des princesses, quelque chose comme ça. Une autre maman, toute jeune maman de 19 ans, qui est obligée de passer par une IMG qu'elle ne souhaitait pas, mais l'enfant étant très malade, il n'était plus question de poursuivre cette grossesse. Et la grossesse a été interrompue à 18 semaines. Donc vraiment... c'est tout petit, comme être. Et elle était allée le voir et elle était très contente de me dire qu'elle se sentait vraiment maman, qu'il était beau son fils parce qu'il était tout petit, mais il était entier et parfait. Et elle me disait ensuite que, comme elle ne voulait pas le laisser partir comme ça, elle était allée dans un magasin de jouets pour acheter des vêtements de poupée pour l'habiller, avec des vêtements de poupée, pour qu'il parte avec des choses quand même, qui lui redonnent un statut de vrai sujet.
autre chose, on valorise aussi les liens du sang, de la proximité physique. Et là, voilà, je vous montre un médaillon qui contient de l'époque victorienne, qui contient des mèches de cheveux, avec les initiales entremêlées de l'épouse et du mari, etc. Enfin, voilà. Et tout ça est très, très beau. Et donc, le cas clinique que je vous racontais de Kim et Raphaël tout à l'heure est dans la même idée, mettre des mèches de cheveux, des parties de soie, finalement, auprès de l'enfant. Voilà, plus sinistre pour notre époque, mais qui à l'époque était vraiment une manière les débuts de la photographie. Et donc on décidait de prendre en photo aussi les enfants qu'on n'avait jamais eu l'occasion de prendre en photo jusque-là, de la manière la plus capable de conserver un souvenir unique de cet enfant-là. Donc la question de la photographie de l'enfant mort, elle date d'il y a fort longtemps. Je l'ai mise sur LinkedIn il y a quelques jours pour parler comme ça de cet aspect. Et je sais que ça a beaucoup choqué, impressionné, et ce que je peux complètement comprendre. Je me suis dit que je la montrais quand même aujourd'hui parce qu'après tout, on est tous confrontés aussi à les rencontrer parfois, ces bébés morts. Ce qu'il y aurait maintenant de commun, donc il y a les photographies, les mèches de cheveux, les bracelets de naissance, les empreintes des pieds, toutes ces petites choses qu'on fait aussi pour conserver une trace vivace du bébé qui vont rester des rituels importants pour les parents. Voilà, je ne suis pas tout à fait finie, mais malgré tout, je synthétise un peu plus mon propos maintenant. Il y a donc l'idée que il s'agit de pratiques qui sont intéressantes parce qu'elles sont systématiquement, du côté de ses parents, elles sont originales. C'est-à-dire qu'ils s'appuient sur rien, même si en fait on peut retrouver des parallèles après coup. Mais eux s'appuient sur rien. C'est des pratiques qui sont originales, qui sont peu consensuelles souvent, qui sont même à la limite du transgressif. Pas tout à fait de l'illégal, mais du transgressif quand même, qu'ils vont mettre en place. Parce que justement, il y a une nécessité psychique. Et à mon sens, et c'était l'objet de mon travail de thèse, ça permet à ces parents d'exprimer leur sentiment de culpabilité, bien entendu. Prendre soin à ce point-là, c'est parce qu'ils se sentent responsables, c'est parce qu'ils se sentent importants auprès du bébé, parce qu'ils ont besoin de se faire pardonner aussi d'être vivants, eux, et de vouloir un autre enfant peut-être, et de survivre psychiquement à tout ça. Et de conserver une place de parent auprès de l'enfant. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment majeur dans la façon dont ils ont de s'occuper de l'enfant. Ils sont parents de cet enfant mort. Et ils peuvent devenir parents de cet enfant, quand bien même ils n'auront que très peu d'occasion de le rencontrer. Et les objets ont du coup des fonctions comme ça qui sont très importantes. Ça permet de faire de l'apparat. On valorise l'enfant comme si c'était un petit roi, en fait. Le petit roi d'un royaume avec lequel on ne vivra pas, mais tout de même. Parfois, c'est des objets du quotidien pour le rapporter justement à quelque chose qu'on connaît, qui va être quelque chose de proche, d'intime, de familier. Et des objets qui sont psychopompes, donc comme je vous le disais, qui vont permettre à l'enfant de ne pas partir complètement tout seul, d'être bien accompagné, de trouver sa voie, son destin dans cet autre monde où on ne peut pas l'accompagner. L'objet que les parents déposent, alors ils ne le font pas tous, mais voilà, ça arrivait suffisamment souvent pour que je m'y interroge, a des qualités particulières. Souvent, ça permet aux parents d'avoir quelque chose de tangible. Un bébé, on n'a jamais pu vraiment lui parler. Et en tout cas, il n'a jamais pu répondre. Et donc, c'est visible, c'est palpable. C'est de la création humaine. Donc, l'enfant appartient à l'humanité. Ça peut être utile. Et justement, c'est très bien si c'est utile. Ça tient chaud, il a son biberon, il a un jouet. C'est persistant. Ça va très souvent survivre à la dégradation du corps. Ça permet aussi de condenser psychiquement plusieurs choses. On fait appartenir l'enfant à sa culture. C'est un support projectif. Dès lors qu'on dit que l'enfant il a un jouet, c'est que c'est un enfant qui joue. Donc tout va bien finalement, c'est bien un enfant. Ça condense des opposés. À la fois, on a envie de le garder près de soi en lui mettant des objets qui nous appartiennent, et à la fois, on s'autorise à l'éloigner de nous, puisqu'il peut partir, on peut commencer à moins penser à lui s'il est tranquille dans son coin avec ses objets. Et donc, on peut commencer aussi à se détacher progressivement, ce qui est quand même l'objectif, à un moment. Continuer à se sentir proche, en souffrir tout le temps, jamais oublier, mais pas en souffrir de la même manière toute la vie, en fait.
C'est un substitut du coup du parent que le parent dépose auprès du bébé, ou substitut de la fonction parentale. Je souligne tous ces points-là parce qu'il me semble que l'évolution qu'on a par rapport à la mort fait qu'on est dans une époque de transhumanisme, de volonté transhumaniste en tout cas, où la mort elle est beaucoup plus déniée. D'ailleurs, vous voyez, on dira jamais, on se demande toujours, si vous dites quelqu'un est mort, on vous demande immédiatement de quoi, en fait, parce qu'on ne peut pas mourir de la mort maintenant, on meurt de quelque chose en fait. Le mort disparaît, on ne le voit plus. Le mort, il est à l'hôpital ou à la morgue. Je veux dire, alors pareil, j'ai peut-être la chance comme ça de m'y être intéressée parce que moi, dans le petit village familial, il n'y a pas de morgue, donc les corps sont gardés à la maison. Et en fait, ça change tout. Ça change tout d'avoir l'occasion de pouvoir être autour, que les enfants viennent, repartent, ils n'ont pas envie, mais puissent être un peu autour de toutes ces questions-là. C'est vraiment important. Ça fait qu'on peut faire des veillées, ça fait des choses qui sont très importantes et qui ont tendance à s'étioler de plus en plus. Et du coup, ça crée la déliaison sociale. Moins il y a de communauté autour du décès, plus il y a de risques que finalement on en souffre. Et c'est pour ça qu'évidemment, tous les groupes de parents ont une importance fondamentale pour ces familles. Il y a un risque du coup profond de pathologisation du deuil. Et c'est pour ça qu'à mon avis, beaucoup de parents ont des pratiques individuelles originales maintenant. C'est des stratégies de créer qui leur permettent de pouvoir élaborer comme un espace transitionnel créatif. Et donc, c'est leur moyen pour eux de parvenir à devenir parents avec une fonction sublimatoire de ces rituels. Ça permet de pallier l'absence de rituels. C'est aussi en rapport avec ce statut très particulier du deuil périnatal. Ça permet de donner un statut aux défunts et d'éviter du coup, en partie, des processus trop pathologiques. Et puis, ça permet aux parents de combiner leur désir et le sentiment d'interdit qu'ils ont aussi de se sentir parents d'un enfant mort. L'analyse du discours de tous ces parents que j'ai faite autour de ces objets m'a permis de voir qu'ils avaient donc effectivement tous un sentiment de responsabilité autour de la mort du bébé, qu'ils avaient besoin de se sentir appartenir à un groupe qui va reconnaître leur souffrance et d'être reconnus comme étant parents d'un enfant mort. Le dépôt d'objets, les funérailles valorisées, ça permet de donner vie au bébé, de l'inscrire dans la famille et de conserver parfois un souvenir palpable parce qu'on garde des choses aussi du bébé avec les empreintes, il y a ce souvenir du mort en gardant des choses et qu'il se souvienne de nous en lui laissant des choses. Sur un plan plus de santé, il me semble que santé publique, soutenir la parentalité dans ces cas-là, c'est important de leur permettre d'avoir un temps d'élaboration et de créativité. Comprendre qu'ils ont besoin parfois de temps et d'un support transitionnel. Et donc, tout ce qui est proposé, finalement, même quand les parents s'en saisissent pas, c'est jamais vain, parce qu'ils savent qu'ils peuvent y revenir parfois, ou ils savent que ça existe et ça peut aussi nourrir leur créativité. Les professionnels ont donc vraiment ce rôle qui est très important de pouvoir autoriser, accueillir, contenir, pas imposer, pas tout le temps protocoliser, mais permettre de dire que tout est envisageable, en fait. Offrir un cadre qui soit souple, favoriser comme ça, par le dialogue et par les groupes de parole, l'émergence de ces gestes. Et donc, évidemment, dans des enjeux plus larges, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce que les rituels sociaux, pas forcément religieux, mais au moins sociaux, pourraient être revalorisés et repensés pour aider ces parents. Laisser de la place comme ça à une subjectivation, mais un peu collective, un peu de groupe aussi, sur le deuil périnatal. Et puis penser l'hôpital non pas comme un lieu de fin, mais comme un espace transitionnel de parentalité. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anna Cognet-Cayem, psychologue spécialisée. Merci pour cette vision extrêmement approfondie. On a découvert énormément de choses. C'est vrai que Carole avait peu abordé le sujet tout à l'heure quand elle nous a expliqué comment ça se passait et que c'était pas forcément évident ni très agréable, mais ça nous permet en tout cas d'avoir une vision peut-être plus complète et aussi de comprendre aussi à quel point finalement c'est important d'avoir ces gestes qui peuvent être rituels, quelles que soient finalement nos orientations religieuses, ou même si on n'en a pas, si on est en toute laïcité. Mais c'est à ce moment-là finalement que la perte
devient réel, c'est-à-dire que ça devient quelque chose de palpable, que l'on comprend. On est capable de tisser ou non ce lien-là pour pouvoir avancer par la suite. Les choses, en fait, se matérialisent parce que c'est pas forcément évident de s'en rendre compte quand on est dans le vif du sujet et dans l'émotion. Et c'est aussi le cas peut-être pour les professionnels de santé qui accompagnent les familles. Et puis, c'est le moment où, finalement, le geste d'amour va pouvoir être abouti et se formaliser. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur cette intervention? Et puis après, nous pourrons aller déjeuner. Si je ne vous ai pas trop plombé. Bonjour, Méridith Palmis, infirmière puéricultrice CHU et maintenant PMI. Alors ma question concerne par rapport aux pratiques que vous avez pu observer. Est-ce que vous avez pu effectivement également observer les pratiques chez les femmes qui ont perdu leur bébé de manière très très précoce? Donc j'entends dans le tout premier trimestre de grossesse, en amont de la 13e, 14e semaine par exemple d'aménorrhée. Oui, alors là pour le coup c'est toujours une question qui est très très difficile parce que bon, j'ai essayé de raccourcir, donc j'ai pas mis voilà, toutes mes informations sur le sujet, mais on sait qu'en fait les deuils très précoces sont encore plus à risque pathologique, et donc c'est une population qui a particulièrement besoin de soutien. On sait que justement là où ça paraît être le moindre, en fait la blessure narcissique est telle que ça peut être tout à fait terrible dans les conséquences dépressives et mélancoliques. On sait par exemple qu'il y a même plus de suicides chez les femmes qui ont fait des pertes avant 20 semaines que chez les autres. Ça paraît comme ça un peu pas évident, mais c'est le cas. Ce qui fait qu'en fait, je pense que c'est quelque chose qui a encore plus besoin d'être accompagné, parce que j'ai vu peu justement de capacité de rituel. Déjà parce que par moments les funérailles sont pas possibles. Il y en a qui vont quand même demander à avoir une petite plaque au jardin du souvenir ou des choses comme ça, au carré des anges, mais finalement c'est assez rare celles qui s'y autorisent. Alors peut-être que la seule chose qui rentre un petit peu dans cette dynamique-là, j'en ai vu plusieurs quand même, et puis j'ai lu d'autres textes sur le sujet de collègues qui avaient travaillé là-dessus, qui se font tatouer. Voilà, qui utilisent un petit tatouage pour marquer la présence comme ça dans le corps. Elles ont parfois pas de césarienne, pas de marque de ce type-là, mais du coup une petite marque dans le corps, un petit tatouage, souvent une petite étoile. Voilà, est souvent quelque chose que ces femmes et même ces hommes. Je repense au monsieur dont je parlais qui est juif et qui avait changé un petit peu voilà, sa manière d'aborder les choses. C'est interdit de se faire tatouer et lui il s'était fait tatouer quand même parce que c'était trop important pour lui de garder cette trace-là. Lui qu'il n'avait même pas eu dans le corps en fait. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Non, après. Ah, allez-y. Merci pour votre présentation, c'était très intéressant. J'ai une petite question. Est-ce que vous avez observé une évolution du rituel au fur et à mesure que le processus de deuil se déploie, si tant est qu'on puisse le dire comme ça? Est-ce que vous avez pu observer cela Oui, j'ai l'impression qu'en fait, ce que j'ai pu observer, c'est que ceux qui commencent à s'autoriser, eh ben, ils vont commencer à trouver des brins pour leur nid partout. On commence avec le couple dont j'ai parlé. Quand je les ai revus 4 ans plus tard, oui, ils avaient fait des belles funérailles, mais ils avaient aussi mis une plaque au carré des anges. Ils y étaient retournés plusieurs fois. Une fois, ils avaient trouvé une belle pierre précieuse dans un magasin et le marchand leur a dit « Ah oui, mais celle-ci, elle est cassée parce qu'elle était coupée en deux. » Et ils ont dit « Justement, on la veut. » Parce que justement, elle est coupée en deux, comme les 2 jumelles, etc., qui ont été séparées. Donc, on veut celle-là. Et puis, je ne sais pas d'où ça leur venait. Ils avaient aussi une chanson à eux. Et au final, alors probablement de la culture de la patiente, ils avaient quasiment créé un petit autel sur la cheminée du salon. Et c'était du coup très partagé et très dit avec leurs 2 autres filles vivantes.
Et en revanche, ce que je peux voir à l'inverse, c'est que ceux chez qui ça s'est plutôt enquisté dans une impossibilité d'en dire quelque chose, vont eux aussi finalement être en quête pendant très longtemps d'autre chose. Soit on est complètement dans le déni et on arrête, soit on essaye de trouver autre chose. J'ai une patiente par exemple, quand elle avait eu une grossesse gémellaire, elle en avait pleuré, avait hésité à avorter parce qu'elle voulait pas de jumeaux. Et donc, elle se laisse convaincre par son mari qu'il les garde. Et là, l'une des deux décède. Donc, la culpabilité était tellement intense pour cette femme que, comme une sorte de punition, elle a décidé de demander une stérilisation. Voilà, définitive, pour plus jamais avoir d'enfant. Elle l'a obtenue. Et malgré ça, elle continuait à être inquiète et à prendre un contraceptif. Donc voilà, on se disait qu'il devait y avoir vraiment quelque chose de très intense de son désir qu'elle avait tellement comme ça serré. Et tout ça ne fonctionnait pas. Et au bout d'un moment, elle a fait, un tatouage d'un petit ange voilà, sur la cuisse, un endroit très discret, etc. Et puis, elle a finalement créé quelque chose aussi d'autres petites funérailles, etc. Parce que finalement, ce premier mouvement était tellement pathologique, tellement symptomatique que ça n'aidait pas à la suite. Et voilà. Et je vois dans tous ceux que j'ai revus, il y avait des processus qui se faisaient sur le long terme. La famille qui pouvait intervenir, qui proposait de faire des albums photos, d'écrire des choses, ou d'autres qui, par exemple, achètent des bijoux qui vont symboliser aussi l'enfant. Et donc, c'est des choses qui vont être comme ça un peu anniversaires et qui vont durer plusieurs années. Voilà. Merci beaucoup pour ta présentation qui était très, très vivante d'ailleurs. On parlait du deuil, mais c'était très vivant, très créatif. Et on retrouve bien effectivement toute cette créativité chez les parents endeuillés. Lorsqu'ils sont soutenus, accompagnés, en fait, ils vont mobiliser leurs ressources psychiques et ils vont faire des choses absolument extraordinaires. Je vais juste compléter quelque chose par rapport à votre question, madame. Effectivement, je pense que plus le deuil périnatal est connu, plus quand même plus on laisse de traces. J'ai envie de dire, plus c'est autorisé, c'est ce que tu disais d'ailleurs, Anna. Et par exemple, à Paris, c'est sous la pression, en tout cas, l'influence des associations de parents. Il y a maintenant des lieux mémoriels. Il y a par exemple au Diaconès à Paris, il y a maintenant des sculpteurs qui ont fait des très jolies œuvres en bois. Et le nom des bébés morts est inscrit dans ces œuvres en bois. Et le bois, c'est quelque chose qui reste, qui vieillit, et c'est très touchant quand certains parents, quand les parents passent ou quand d'autres qui ont perdu leur bébé reviennent, ils voient le nom de leur bébé. Oui. Et j'ai vu une autre ville où il y avait des bancs publics aussi, où il y avait le nom comme ça de certains enfants. Et il y a aussi à Bois-Colombes, où il y a une très belle stèle aussi, qui représente tous les bébés morts. Donc voilà, il y a vraiment une évolution en effet qui se produit. Je me permets juste d'ajouter en réponse à ce que tu dis, Marie-Josée, parce que je me suis intéressée aussi à d'autres cultures, mais en 2 secondes, au Japon, il y a tout un rituel aussi autour des avortements. Et du coup, il existe comme ça des petites poupées, de lieux avec plein d'hôtels, avec plein de petites poupées. Et on achète une petite poupée et on la dépose comme ça dans un lieu où elles sont toutes réunies. Et c'est une manière de pouvoir aller prier pour l'âme de l'enfant dont on a avorté. Voilà. Alors, merci beaucoup. Audrey Suivant, je suis de l'association Rêve d'être mère. En fait, donc, j'accompagne les personnes qui sont en parcours PMA. Alors, en fait, j'ai plusieurs choses. Donc, c'est surtout, c'est pas vraiment une question, mais c'est surtout une réflexion. Je constate que dans le deuil périnatal, beaucoup de personnes, dès le départ, en fait, de mamans ou de parents ne veulent pas avoir le corps et après regrettent. Est-ce qu'en fait, on ne pourrait pas, c'est aussi une réflexion, allonger en fait ce temps, comme vous disiez, en fait, il y a donc la chef de service de la morgue en fait qui l'autorisait au bout de 15 jours. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement allonger ce délai parce que c'est tellement choquant, c'est tellement violent que sur le coup, en fait, les parents ne veulent pas, la maman ne veut pas, et en fait, par la suite regrette, et après, il est trop tard. Qu'est-ce que vous en pensez? Et aussi par rapport à la question en fait que vous posiez pour les arrêts précoces de grossesse, dans le cadre du parcours PMA, en fait, il y a des arrêts vraiment très, très, très précoces.
Mais la visualisation, en fait, a été telle, la préparation, en fait, la préparation financière, la préparation du corps, et c'est tellement intense. Et c'est tellement violent, en fait, justement, de perdre cette grossesse au tout début, même dès 15 jours. Et en fait, c'est une grossesse qui, parfois, elle n'a pas été reconnue, il n'y a pas eu de représentation. En fait, c'est presque une grossesse qui n'a jamais existé. Sauf que dans le conscient, en fait, il y avait vraiment grossesse parce qu'à un moment donné, il y a eu un test positif. Et en fait, voilà, est-ce que vous avez un retour par rapport à ça? Comment vivent les femmes? Oui, alors pour la première question que vous avez posée, je pense que ce serait souhaitable. Et effectivement, c'est des choses à penser, à mon avis, sur le fait de permettre une prolongation du temps pour voir le bébé. Ce que je sais aussi, ça m'est arrivé que une fois, mais j'ai un papa qui a été profondément choqué d'avoir vu le bébé décédé. Et alors du coup, on ne peut pas savoir, en fait. Et donc c'est vrai qu'on ne peut pas le protocoliser de ce point de vue-là, l'autoriser. Je pense qu'effectivement, faire des choses, mais il faut du temps, il faut du personnel, mais avoir la possibilité un peu subtile qu'avait cette responsable de chambre mortuaire de dire « mais non, venez juste comme ça, vous passez à la porte, puis vous faites rien d'autre. » Puis à la fin, elle me dit, je les mets dans les bras, etc. Et puis tout va bien. Bon, ça, c'est idéal. C'est-à-dire qu'on laisse le temps, c'est progressif, on n'est pas dans le choc brutal de la vision qui peut être quand même déplaisante, parfois. Donc j'entends, et je pense que ce serait idéal que ça puisse être possible et qu'il puisse y avoir ce genre de possibilités. J'ai aussi eu des parents qui me disaient on n'a pas voulu le voir, on n'a pas voulu de photos, mais quelques années plus tard, on a décidé de regarder la photo que la sage-femme avait faite pour nous. Mais en fait, souvent, c'est pas la photo qu'ils auraient voulu prendre. Et puis il n'y en a qu'une. Et donc ils sont pas contents, un peu déçus, mais ils s'en veulent surtout, en fait, à eux-mêmes. Donc c'est vrai que c'est particulièrement compliqué de savoir comment faire. Et je pense qu'on ne peut pas proposer quelque chose d'impeccable. Et quoi qu'il en soit, on n'empêchera pas la souffrance et le regret. Donc on fait au mieux. Et ce serait certainement mieux d'avoir plus de temps et plus d'accompagnement, bien sûr, sur ces questions au départ. Et alors, l'autre question, du coup... Aux grossesses très précoces. Pour la PMA. Oui, absolument. Et je trouve que c'est tout à fait intéressant. C'est parce que il y a quelque chose qui est tellement médicalisé, qui est tellement organisé pour qu'on avance et que on arrive à quelque chose, que même quand c'est très bien entouré, il y a quelque chose où il faut continuer, il faut reprendre des hormones, il faut redémarrer, etc. Et du coup, souvent, c'est des deuils qui sont délayés un peu dans le temps. Souvent, la fausse couche ou l'avortement est hyper lourd, en plus physiquement, c'est très traumatisant, et c'est des femmes qui ont peu l'occasion d'en parler. Il s'avère aussi que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était interdit pour les couples de femmes lesbiennes en France. Ça n'est plus le cas maintenant, mais ça l'était. Et j'ai eu l'occasion de parler avec certaines femmes qui avaient dû du coup faire ça à l'étranger. Et ça doublait le caractère à la chaîne, payant très cher, et lointain, et pas avec sa famille, et pas entouré, et illégal, donc on ne s'en vante pas non plus si facilement que ça. Et il y en a une comme ça qui, quand elle a enfin réussi à être enceinte, de manière durable, avec un petit garçon qui va très bien, elle me disait qu'elle a passé sa grossesse à attendre le moment où elle allait faire une fausse couche, où on allait lui apprendre qu'en fait, cette fois-ci encore, il était mort. Et elle a passé, je pense, les 6 premiers mois de la vie de son bébé à penser qu'elle n'allait pas le retrouver le lendemain matin vivant, en fait. Et donc, on pourrait se dire, bon, c'est juste une grossesse qui n'a même pas vraiment fonctionné, démarré, mais comme vous dites, il y a eu un test de grossesse, il y a eu tout le premier chapitre dans la tête des parents de ça y est, c'est fait, qui se fait pas. Donc en fait, c'est vrai que c'est jamais anodin, et que parfois, juste pouvoir leur dire « Ah, mais c'est pas anodin ce qui vous arrive », ils en feront ce qu'ils veulent, mais juste pouvoir le dire, parfois juste la reconnaissance que des soignants qui, dans leur tête, ils se disent, ils en voient d'autres, puissent dire c'est vraiment très dur ce qui vous arrive, ça peut aider des parents à pouvoir s'en saisir et s'autoriser à prendre soin d'eux à un moment. Voilà. Merci beaucoup. On va passer à la dernière question, puis ensuite je vais vous libérer tous et toutes pour le déjeuner. Merci. Donc, je vous remercie pour votre intervention. Et j'ai une question concernant l'utilisation des berceaux réfrigérés. Vous voyez, parce qu'en fait, on n'en a pas
trop parler. Non, je vois même pas en fait. En fait, ce sont des berceaux. Dans l'hôpital de Rennes, je crois, on a un, et puis dans d'autres pays, ça existe. Et donc, du coup, ce sont des berceaux réfrigérés, en fait, qui permettent que l'on présente, en fait, on présente du coup le bébé dans ce berceau. Et donc, du coup, l'image que le parent a de son tout petit est déjà différente que celle de la chambre mortuaire, etc. Donc, le parent, il a ce temps, du coup, où il peut apprivoiser, en fait, cette situation. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez des retours est-ce que vous aviez des retours par rapport à l'utilisation de ces berceaux réfrigérés ou voilà. Vous voyez, vous me l'apprenez, donc en fait, d'accord. J'aurais pas du tout de retour, Okay. mais je suis très enthousiaste. Ça me semble être quelque chose qui peut être proposé, qui est formidable. Je pense que ça participe justement de quelque chose qui peut être partagé, communautaire, d'un moment de recueillement. Ça n'empêche pas voilà, que ce soit dans le cadre très pudique de la famille resserrée, mais on peut imaginer que pour certains parents, ce serait très très souhaitable d'avoir cette occasion-là. J'en connais qui auraient aimé. Voilà. Et effectivement, tout à l'heure, je le disais en introduction. Bonjour. Donc moi, je suis infirmière puéricultrice en réanimation néonatale. Et je voulais savoir, concernant les parents qui ne souhaitent pas voir le corps de leur enfant, est-ce que vous avez un retour sur le fait qu'ils puissent demander à un autre membre de leur famille d'être présent, de pouvoir voir du coup le corps de leur enfant à leur place? Alors, ça m'est arrivé plusieurs fois que la maman ne le souhaite pas et que ce soit le papa qui y aille. Mais au-delà de la famille resserrée, ça m'est jamais arrivé d'avoir cette occasion-là, de le voir, voilà, de vouloir être en plus accompagné par la famille, en plus par la fratrie, oui, plein de fois, mais j'ai jamais vu de parents qui avaient évité, oui, tout à fait, absolument, hein, mais qui avaient envoyé quelqu'un d'autre, non. Alors peut-être que c'est une expérience que vous avez eue à l'hôpital, je sais pas, dans votre service, mais voilà, non, j'ai pas vu. Je pense que c'est des choses qui sont intéressantes à réfléchir, mais tous les services de réanimation néonatale sont tellement différents et ont une façon de traiter l'accueil de l'entourage d'une manière tellement différente selon les services que c'est difficile de pouvoir se projeter. Il y a des services où les grands-parents sont jamais acceptés, où la fratrie est pas bienvenue à part une fois par mois. Donc, imaginer qu'ils accepteraient quelque chose comme ça me semble, ambitieux, mais intéressant à penser, oui. Merci. Merci beaucoup. Et tout à l'heure, pour rebondir sur votre intervention, ce qu'on disait en introduction, c'est que Étoile en Ciel, quand Étoile en Ciel a fêté ses 5 ans, la collecte qui a été réalisée grâce au concert anniversaire, en fait, avait pour mission de venir financer ces fameux berceaux réfrigérés pour déjà faire un pas vers la façon dont on va voir le corps du nourrisson ou de l'enfant mort-né à l'hôpital ou en tout cas dans les lieux où ils peuvent y avoir accès. Et ça fait partie en tout cas des démarches qui sont mises en place par l'association pour venir apaiser un petit peu les parents dans cette étape qui reste douloureuse même quand on y est préparé. Merci beaucoup Anna Cognier-Kayem, merci de votre intervention.